Bonjour, plan de la leçon, études physiologiques, le plan sonore, la prise de son, procédure, conseils pratiques et finalement précautions et vérifications avant le tournage. Le troisième élément fondamental qui va donner le sens définitif à l'œuvre est le travail sur le son. Si nous observons la réalité, nous pouvons constater presque toutes les choses vivantes ou objets en mouvement produisent un son ou bien elles sont accompagnées d'un espace ou paysage sonore qui leur confère une réalité donnée et concrète. Un son quelconque évoque dans notre imagination l'image ou la cause de ce qui produit le son. Autrement dit, un son évoque toujours une image. Une image n'évoque pas forcément un son. Le son se compénètre intimement avec la vision. Lorsque nous entendons un bruit, nous avons le réflexe de tourner le regard vers la source, d'où vient ce bruit. Dans l'audiovisuel, le son est souvent considéré comme un complément de l'image qui contribue à son enracinement réaliste ou imaginaire. Or, le son peut enrichir davantage une image dans la mesure où elle exprimera ou évoquera autre chose que le son propre à cette image, jusqu'à le faire changer de sens. C'est ici que l'œuvre peut prendre une nouvelle dimension avec des prolongements dramatiques variés. L'image et le son peuvent donc fonctionner sous des registres différents, non synchronisés et parfois contraires, contrepoints sonores en bouleversant complètement son rapport à la réalité, en donnant un surplus d'informations ou encore en se situant hors de la diégèse du film, musique off, voix off. 1. Étude physiologique. Le son est avant tout un phénomène physique dû à la vibration d'un corps dans un milieu élastique, l'air ou l'eau, qui se propage à la vitesse de 340 mètres par seconde et ne manifeste dans le cerveau lorsque le tympan est ébranlé par ces vibrations. C'est donc un phénomène ondulatoire avec deux données fondamentales. 1. La fréquence. C'est le nombre de fois que l'objet vibre par seconde. Elle se mesure en cycles par seconde, ou hertz. Plus le nombre de cycles par seconde est nombreux, plus la fréquence sera élevée. 2. L'intensité. C'est l'amplitude de la vibration. Cela se mesure en décibels. Plus l'amplitude est forte, plus il aura de décibels. Ces données peuvent être représentées par un schéma qui correspond à un son de 20 décibels à 5 Hz. Le spectre sonore perçu par l'oreille se situe entre 20 Hz et 20 000 Hz. Au-delà se situent les ultrasons et en deçà les infrasons non perceptibles. L'oreille perçoit donc une fréquence limitée allant des sons plus graves aux plus aigus. Les sons graves correspondent aux basses fréquences et les sons aigus aux hautes fréquences. D'autre part, un son de même intensité n'est pas perçu de la même façon à différentes fréquences, étant privilégié les fréquences moyennes 1000 Hz vers 10 000 Hz. Cela veut dire que dans les zones graves et aiguës, l'intensité doit être amplifiée pour qu'il soit perçu par l'oreille de la même façon qu'un son de fréquence moyenne.
Ceci est important pour le contrôle du niveau sonore lors d'une prise de son. Caractéristiques des ondes sonores. 1. Réflexion. De la même façon de la lumière, le son lorsqu'il rencontre un obstacle lisse et non absorbant est réfléchi. Si cette surface est éloignée de 150 mètres de la source, l'oreille va percevoir deux sensations sonores. La première, au moment de l'émission de la source, et la deuxième au moment de la réflexion. Une seconde plus tard, c'est le phénomène du écho. Si la surface est plus proche, l'oreille percevra non pas un écho, mais une réverbération ou résonance. 2. L'harmonique. Dans la réalité, nous n'avons pas affaire à des sons simples, mais composés de plusieurs fréquences et intensités, qui jouent un rôle essentiel pour distinguer un bruit d'une voix ou d'une note de musique. En effet, la richesse en harmonique d'un instrument ou d'une voix détermine son timbre. Cet aspect est fondamental dans l'étude des systèmes de transmission et de reproduction du son. Un appareil qui reproduit la gamme de fréquences allant de 2000 à 2800 Hz est considéré comme satisfaisant pour reproduire la voix humaine, mais les sons sont pauvres en harmonique et la voix perd toute sa personnalité. C'est le cas de la différence d'écoute entre un téléphone et la FM de la radio. La distorsion, c'est l'altération des ondes sonores à travers les véhicules électriques d'enregistrement et de reproduction optique ou magnétique. Un son ne sera pas le même s'il est entendu, reproduit dans une bande magnétique, enregistré directement dans la nature, que s'il est enregistré d'un son déjà enregistré ou reproduit par un autre dispositif. D'autre part, la gamme de fréquences restituées ne correspond pas à la gamme de fréquences offerte par la réalité. Par exemple, la différence entre une feuille de papier et le sifflement d'un fer à vapeur est moins accentuée lorsqu'il est reproduit dans une bande son que s'il est entendu dans la réalité. Cela peut accentuer le pouvoir évocateur des sons reproduits et la manipulation qu'on peut leur faire subir. Le domaine des distorsions est celui de l'ingénieur du son qui intervient tout au long de la chaîne sonore pour éliminer ou accentuer les distorsions qui lui permettront de donner un rendu sonore plus efficace. Vous voyez ici la chaîne sonore. On trouve la source, le micro qui capte le signal, amplificateur modulation, enregistrement, reproduction, amplificateur puissance, haut-parleur jusqu'à l'oreille. Le plan sonore. Étant donné que le micro capte une source à une certaine modulation, à une certaine distance et pendant une période donnée, on peut considérer l'enregistrement sonore comme un plan ayant une surface, un point de vue, une grosseur, une perspective, un mouvement et une durée au même niveau que le plan image. Ainsi, on peut faire un travelling sonore en faisant bouger le micro dans un espace donné, ou bien un gros plan sonore en maintenant le micro très près de la source sonore. Dans l'univers sonore d'une œuvre audiovisuelle, on peut rencontrer différents éléments sonores qui, mixés et montés,
vont composer la bande sonore finale. 1. Les ambiances, qui vont correspondre généralement au bruit, froissement, etc. qui accompagnent le décor ou le milieu. Rue, lieu public, plage, forêt. Ils servent à créer l'espace et le paysage sonore. 2. Les voix et dialogues. Le plus souvent enregistrés en direct au moment de la prise de vue et en synchronisme avec l'image. Elles peuvent également être doublées au moment du montage dans l'auditorium s'il s'agit de voix off. Il sera enregistré en studio. 3. La musique, qui est incorporée au moment du montage dans l'auditorium. Elle peut aussi être prise en direct s'il correspond au cadre et n'aura pas du tout la même valeur diégétique. 4. Les silences, qu'il ne faut pas confondre avec l'absence de son, car l'enregistrement comporte un niveau sonore déterminé. Le silence plateau n'est pas perçu pareil que la bande non enregistrée. 5. Les effets. Ce sont les bruitages faits ou synthétisés en studio avec des accessoires les plus divers. Le vent, par exemple, ne peut pas être pris en direct car l'air bloque la membrane du micro et sature l'enregistrement. Donc, on est obligé de le faire en studio à l'aide d'un courant d'air ou des sifflements. Ces différents éléments sonores ne peuvent pas tout être pris au moment du tournage en même temps que la prise de vue. On peut donc à partir de là établir une différence entre deux types de sons. 1. Son direct et son post-synchronisé ou ajouté au moment du montage. Son direct, s'ils sont pris au moment de la prise de vue, ils peuvent à leur tour être synchro. S'ils correspondent au cadre, ils sont importants car perceptibles comme tels. À partir d'une certaine grosseur du cadre, plan américain ou gros plan, dans un plan général par contre, ils peuvent être intégrés au cadre et perçus comme synchro même s'ils sont doublés. Ils se réduisent généralement au dialogue où l'on voit les mouvements des lèvres, car les autres sons peuvent être post-synchronisés sans trop de difficultés. Le off ou hors-champ ambiance, qui correspondant à l'ambiance sonore de la scène et n'ont pas besoin forcément d'être synchronisés. 2. Les sons post-synchronisés ou ajoutés au moment du montage. Ils sont généralement pris en dehors de la prise de vue avec un magnétophone indépendant. Il comprend son seul ou autre ambiance qui manque à la prise de son direct, les doublages et les voix off faits en auditorium, les bruitages destinés à compléter les effets sonores synchrones non enregistrés en direct, la musique qui peut être enregistrée en direct et post-sonorisée dans le montage. Le dispositif vidéo comporte un micro incorporé dans la caméra et une prise micro dans le magnétoscope, de sorte que l'on peut être enregistré systématiquement en synchro lors de la prise de vue. Ceci constitue un avantage car le travail de post-synchronisation au moment du montage est simplifié. Or, ce son ne suffit pas généralement. Parfois, on a besoin de rajouter d'autres sonores, voire de le remplacer lorsqu'il est défectueux et que l'on veut garder la prise de vue. C'est dans ce travail d'articulation entre tous ces éléments sonores que nous pourrons enrichir une image qui peut être neutre
à elle seule en la changeant d'un sens parfois différent de celui qu'il aurait dans la réalité. N'oublions pas que les deux éléments image-son n'ont pas forcément de rapport de subordination dans l'audiovisuel. Au contraire, ils s'interfèrent constamment et se modifient mutuellement. 3. La prise de son procédure. Le micro et le magnétophone sont les éléments de base pour réaliser une prise de son. Mais il faut tenir compte de deux principes qui vont déterminer la qualité de la prise. 1. Le micro capte de la même façon tous les sons qui lui parviennent et ne fait pas de sélectivité auditive comme l'oreille. Ainsi, dans un paysage sonore bruyant où il se déroule un dialogue, il va capter avec la même intensité les différentes sources. Il est donc difficile de réussir une prise d'un dialogue dans ces conditions, car ces sons ambiants agissent dans l'enregistrement comme parasites qui vont perturber la compréhension de ce qui se dit. 2. Quelles que soient les qualités propres au micro, il captera un son de façon d'autant plus précise qu'il se rapproche de la source. Cette proximité de la source pose des problèmes pratiques dans la prise de son en direct. Avec l'image, puisque la présence du micro dans le cadre ou son nombre, du moins dans les films de fiction, sont proscrites du cadre. Il faut donc le placer à la limite du cadre ou bien le camoufler derrière les accessoires. Procédure. Le micro fixé dans une suspension qui l'isolera des chocs éventuels. Il est fixé à son tour au bout d'une perche qui peut également être fixée sur un trépied girafe, mais généralement elle est dans les mains de perchman, solution plus pratique et moins encombrante car elle permet de le bouger aisément en fonction des mouvements sonores à faire entre les différentes sources. Cette technique du perchage faite par l'assistant du son est la partie la plus importante et plus délicate de la prise de son car il s'agit de déplacer et bouger le micro pour qu'il soit le plus proche possible de celui qui prend la parole en devançant le dialogue et en ayant soin de le pivoter, le tourner, l'avancer ou le reculer dans la bonne direction avant que l'autre ne commence à parler. Ne pas rentrer dans le champ. Le micro est relié par un fil au magnétophone ou bien au magnétoscope, ou l'ingénieur du son avec un casque à l'oreille et le regard sur le vumètre contrôle le niveau sonore. La saturation et les distorsions apportent les corrections souhaitables et veille éventuellement à la balance des différents micros s'il travaille avec une mixette. Il doit s'efforcer aussi de maintenir la continuité sonore menacée par le morcellement des prises, l'acoustique de la scène et les ambiances souvent tendues du plateau. Il est toujours important de demander le silence au préalable pour détecter des sons qui pourront gêner la prise et pour connaître le niveau des silences habités ou silence plateau. La réussite d'une prise de son dépend de la bonne coordination entre deux éléments, mis à part la qualité du matériel qu'on l'on verra plus tard. 1. Position du micro par rapport à la source. C'est très important. Le choix correct de l'emplacement du micro est extrêmement important pour réduire au maximum les bruits parasites.
et pour contrôler les phénomènes de résonance, d'absorption et d'interférence. En principe, la distance moyenne entre le micro et sa source varie entre 0,30 m et 1,5 m, en fonction de l'intensité de la source, l'ambiance sonore, la sensibilité du micro, sans oublier la grosseur du plan sonore que l'on veut donner. Lorsqu'il s'agit d'enregistrer une voix en gros plan par exemple, la distance à respecter entre la bouche de celui qui parle et le micro est de l'ordre de 30 cm, de préférence au-dessous de la tête. Voilà le schéma qui, en quelque sorte, vous donne une idée de ce que je viens de dire. 1. Position du micro idéale dans un cercle de 36 mètres de rayon. 2. Zone à proscrire à cause du vent que se produit en parlant. 3. Zone employée dans l'interview classique le plus rapproché de la source. Et voici quelques exemples de distance optimale du micro par rapport aux différentes sources. 2. Niveau d'enregistrement. Le deuxième facteur dont il faut tenir compte dans la prise est le réglage du niveau d'enregistrement, qui peut être fait automatiquement dans la plupart des magnétophones et magnétoscopes. Toutefois, il faut préférer l'enregistrement manuel car il permet de moduler le niveau d'entrée, de faire des fondus sonores ou de couper le son lorsqu'on ne veut pas de son dans le cadre image. Pour le contrôle de niveau, on regarde le vumètre qui affiche des valeurs de référence de l'intensité sonore qui rentre dans l'enregistrement allant de moins 20 décibels, moins 10, moins 5, moins 1, 0, plus 3, plus 1, plus 2, plus 3, avec un indicateur de crête. Les sons les plus intenses ne doivent pas dépasser 0 décibels ou risquent d'être saturés. Seule la musique ou percussion des coups violents, coups de revolver, admettent la saturation, mais toujours faut-il que leur attaque soit brève. Au contraire, si le vumètre ne dépasse pas la référence de moins décibels, cela implique que le niveau d'enregistrement est faible, ce qui accentue le souffle à la reproduction. Pour les enregistrements de dialogue en studio, par exemple, la zone idéale se situe entre moins 7 décibels et 0 décibels. Voilà le schéma qui en quelque sorte montre la zone de faible modulation, 2 zones idéales d'enregistrement, 3 zones de saturation. Et ici on trouve l'alignement entre le mélangeur son mixette et le magnétoscope. Conseil pratique. Faut toujours correspondre la grosseur du plan sonore avec la grosseur du cadre image. Le micro incorporé est à proscrire, car s'il y a trop de décalage, le son peut être perçu comme un son off. 2. Évitez de se servir du micro incorporé de la caméra. Branchez toujours un autre généralement performant sur le magnétoscope. 3. Niveau d'enregistrement. Travaillez toujours au niveau manuel et gardez toujours la même valeur de référence, 0 dB, pour avoir un raccord de niveau sonore au moment du montage. Une fois réglé le niveau, ne pas faire des variations de très grand écart au risque d'avoir des chutes de niveau à l'intérieur du plan, aussi bien perçus par l'oreille que les changements de diaphragme peuvent l'être pour l'œil. Préférez toujours un plan sonore mobile à un plan fixe, car le changement de point de vue avec des approches successives vers les différentes sources dynamise le plan.
Ces mouvements se font à l'aide de la perche et non pas avec le modulateur de niveau d'enregistrement. 5. Éviter les bruits du micro ou de la perche produits par des chocs, frottements, mouvements brusques, création de vent. 6. En extérieur, le moindre souffle de vent peut faire bouger la membrane du micro et bloquer l'enregistrement. Pour éviter cela, la tête du micro doit être protégée par une bonnette ou une janisse. 7. Veuillez à laisser une certaine durée optimale de la prise d'un son seul. Il vaut mieux qu'il soit plus lent que ce dont on a besoin. Sinon, on sera obligé de la reproduire en boucle. Précaution et vérification avant tournage. Caméscope. Vérification de tous les accessoires. Câble d'alimentation, alimentation secteur, nombre de batteries et charge. Sabot de fixation sur pied, câble de liaison caméra moniteur, BNC. Mise en marche, fonctionnement correct de la lumière de barre, vérification du tirage optique et propreté de l'objectif, vérification du bon fonctionnement de la balance des blancs, vérification du zoom et du diaphragme automatique, adapter la mise au point de l'oculaire de sa vue, régler sa luminosité et son contraste. Au niveau magnétoscope, s'assurer qu'il est bien en SECAM ou PAL et faire un essai d'enregistrement de contrôle d'image et son, avec réglage son manuel et automatique. Moniteur, étalonner lumière, contraste, couleur que l'on ne touchera plus, vérifier l'état de charge et nombre de batteries moniteur. Ne pas oublier le chargeur de batterie. Valise son, contrôle du type de micro à utiliser et leur fonctionnement. Bonnette anti-vent, perche, suspension, pied, câble en état et en nombre suffisant. Mixette, vérification de son, bon fonctionnement, pile, test du niveau de référence 1000 Hz. Éclairage, projecteur, pied, volet en bon état, ampoule de rechange, gélatine, diffuseur, câble, prolongateur, réducteur, pâté électrique, trépied, présence du triangle et de la platine de fixation, bon fonctionnement de la tête fluide.